Hein, et en fonction de cette limitation du temps, de cette limite du temps, on va faire une partie de cette unité didactique. L'idéal, bien entendu, dans un monde idéal, c'est qu'en un seul cours, on arrive à faire toutes ces étapes. C'est l'idéal parce que comme ça, l'étudiant, il ne décroche pas. D'accord ? Mais le moins idéal, le plus réaliste, c'est qu'on le fasse en 2, 3 fois, mais que les coupes que l'on fait durant le cours se fassent au moment précis de la fin d'une de ces étapes. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 35 minutes, j'ai réussi à faire la sensibilisation et la compréhension globale et détaillée. D'accord. Est-ce que vous avez parlé en termes de temps avec Jean-Claude de ces étapes ? Non ? À votre avis, une phase de sensibilisation, combien de temps ça peut durer ? Ouais, entre 5 et 8 minutes maximum. J'ouvre parce que j'ai vu Amélie arriver. Mais je pense qu'elle est partie à la salle des profs. Oui, entre 5 et 8 minutes, c'est la phase idéale de sensibilisation. Ensuite, une compréhension globale et une compréhension détaillée. Combien de temps ? La compréhension globale, la compréhension détaillée, combien de temps ? 10 minutes au maximum. Global et détaillé. 22 minutes, 3 quarts, 23 minutes. Ouais, entre 20 et 30 minutes. Hein, parce qu'il faut quand même le temps, la compréhension globale. Quelles sont les questions que l'on pose sur un document en compréhension globale ? Imaginez, c'est une compréhension orale. On écoute un document, quelle question on va poser ? Combien de personnes parlent, ça dépend du niveau. Effectivement. Sur du global, on est sur ces questions, sur les fameux, combien ils sont, 5W, on dit on est en anglais. Donc le qui, quand, où, hein. Donc c'est plus des questions, comme le dit, hein, compréhension globale, sur des questions d'ordre global. Ok ? Donc là, on est sur 10 minutes. Et puis la compréhension détaillée, là ça va être un peu plus long. Et là, on va rentrer dans les détails. La compréhension détaillée, l'objectif est... Bonjour. L'objectif est d'arriver, avec la compréhension détaillée, petit à petit à distinguer notre point de langue sur lequel on veut travailler avec nos étudiants. La conceptualisation maintenant. Combien de temps ? Oui. Est-ce que vous avez dit que 30 minutes, c'était les deux compréhensions ? Oui, à peu près. Compréhension détaillée. Conceptualisation. Voilà notre... Compréhension détaillée. Compréhension détaillée. Conceptualisation. Oui, de 10 minutes. C'est la phase la plus longue du cours. Pourquoi ? Parce que l'étudiant doit d'abord repérer le point de langue, ensuite l'analyser. Ensuite, il y a une petite partie avec, bien entendu, l'explication de la règle, d'accord, par l'étudiant dans l'idéal. Donc tout ça, ça prend du temps. Là, on est sur une phase de 40 minutes à peu près. Hein, donc pour les personnes qui travaillent dans les collèges, c'est limite un cours en fait. Hein, pourquoi ? Parce que c'est compliqué, il faut qu'ils arrivent à repérer, à voir un petit peu où ils en sont, à voir où est le point de langue que l'on va travailler, à leur faire repérer dans le texte généralement que l'on a utilisé juste avant, dans compréhension. Donc si, pour vous donner une idée, j'ai une compréhension orale qui porte sur Julien et Anne qui parlent de leur week-end, du week-end à venir, du week-end qu'ils vont avoir, d'accord ? Une discussion de deux amis. Donc compréhension globale, qui parle à qui, de quoi ils parlent, où ils sont, etc.
Compréhension détaillée, là on va repérer, donc dans le de quoi il parle, on va essayer d'entrer plus dans les détails, d'accord? Et de ces détails-là, on va dégager le point de langue qui va être s'il parle du week-end à venir, le futur proche, d'accord? Donc on va essayer de leur faire repérer la construction de ces verbes, donc leur faire relever les verbes en question, le verbe aller, conjugué plus le verbe à l'infinitif, d'accord? De ce repérage, on va leur demander de réfléchir à cette construction. Comment est construit le verbe? En 2 parties, avec le verbe va, allons, ok? Quel verbe c'est, etc. Donc toute cette phase-là va prendre du temps, 40 minutes. D'accord. Et ça, il découvre la règle. Il découvre la règle, voilà. Et puis ensuite, on a la phase de systématisation, orale et écrite. Là, on est sur quel... en termes de minutes de cours? Donc là, ça va être des petits exercices. Hein. Systématisation, on est sur des petits exercices qui vont durer entre 10 et 15 minutes. Et la phase de production, où là encore, on part sur une étape plus longue, parce qu'on va produire dans un contexte. D'accord? Maintenant, c'est à vous. Vous allez, avec Carlos et Angela, vous allez ensemble organiser votre prochain week-end. Et donc, du coup, là, on est sur une phase de production où vous allez imaginer tout un week-end, peut-être par des recherches internet, etc. Et là, on repart sur une phase de 25 minutes. D'accord? Donc en fonction de ça, comme je vous dis, ça s'adapte en fonction du point de langue, ça s'adapte en fonction des créneaux horaires que vous avez dans les différentes institutions dans lesquelles vous travaillez. Forcément, si vous avez des créneaux de 35 minutes, vous n'allez pas faire une conceptualisation de 50 minutes. Mais vous allez vous réduire au temps que vous allez avoir dans vos institutions respectives. Okay? Mais dans l'idéal, voilà, une unité didactique se construit aux alentours de 2h30, 3 heures de temps. C'est ça? C'est pas mal. Hein? Donc voilà, je voulais résumer à travers de notre petit schéma. Donc c'est bien puisque vous avez fait l'accès au sens, vous avez appris tout ce qui était un document déclencheur, à l'oral ou à l'écrit. Pour accéder au sens, donc là on a toute la phase de compréhension globale et détaillée, le travail sur le fonctionnement de la langue, ça c'est la partie de conceptualisation, ok. Je ne sais pas pourquoi comme toujours, les PowerPoint sortent un peu sans dessus-dessous. Donc la première, là on est sur les fondements théoriques, la première question que l'on se pose quand on recherche un document authentique, c'est définir le profil des apprenants. Est-ce que j'ai affaire à des adolescents? Est-ce que j'ai affaire à des adultes? Est-ce que j'ai affaire à des gens qui apprennent le français pour leur travail, pour le plaisir? En fonction de ça, en fait, on va, et en fonction du public que vous allez avoir, parce que chez les adolescents, si on a une classe que de filles, eh ben, on va aller plus vers certains thèmes. Si on a des classes mixtes, vers d'autres. Si on a des enfants de 10 ans qui peuvent être des pré-adolescents, ça va être différent des documents de jeunes de 17 ans qui vont être, eux, avec d'autres centres d'intérêt, etc. Donc, en fonction de mes apprenants, mais à la fois de leur partie individuelle et de leur partie scolaire, c'est-à-dire où ils en sont dans leur apprentissage de la langue, en fonction de cela, le document que vous allez trouver, chercher et avoir entre les mains pour travailler sur voilà, le document authentique que vous allez utiliser va être différent. Objectif d'apprentissage, objectif communicatif, composante sociolinguistique. Ça, c'est le deuxième point dont il faut prendre en compte lorsque l'on est avec nos étudiants. Ils apprennent le français, mais pour quelle situation? Il faut toujours arriver à les resituer dans leur contexte d'utilisation de la langue. Généralement, si vous avez affaire à des adolescents,
Le contexte immédiat de leur apprentissage, ça va être éventuellement s'il y a un voyage, un échange interculturel entre collèges, ils vont utiliser la langue pour ça. Ok ? Montrer un reportage sur les maisons de retraite en France. D'accord ? Si j'ai des adultes, je ne vais pas forcément leur montrer comment se passe la vie dans un collège en France. D'accord ? L'avantage que l'on a par rapport à, je dirais, il y a... Oh, je ne peux pas compter. Il y a 6-7 ans, d'accord, c'est que, et encore plus, il y a même plus, parce que 2005, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de documents sur Internet. D'accord ? Il n'y avait pas de fait Internet de manière aussi importante dans nos vies et dans la vie de nos étudiants. Maintenant, tout ce qui est reportage, tout ce qui est images, banque d'images, vous pouvez les utiliser. Et comme c'est à fin éducative, vous n'avez pas de problème de droit d'auteur, etc. Okay ? Et puis la loi équatorienne est assez laxiste sur ce thème-là. Ok. Structure d'une unité didactique, on l'a vu, donc la sélection des documents, la vérification de leur pertinence, c'est très important parce que souvent, vous allez voir, je vais vous confier un profil d'apprenant, un besoin langagier, et parfois, directement, on pense à une chanson, on pense à une vidéo, d'accord ? Et puis après, on se dit, ah oui, mais est-ce qu'à l'intérieur de cette vidéo, il y a vraiment, ou de cette chanson, il y a vraiment le point de langue que je veux travailler ? Donc la pertinence, ça passe aussi à travers ce qu'on appelle l'occurrence du point de langue, c'est-à-dire la répétition du point de langue que je veux travailler. Si je reprends mon exemple de départ, je voulais travailler sur du futur proche. C'est vrai qu'il y a donc du coup, lorsque vous sélectionnez le document avec lequel vous allez travailler, il faut bien vérifier qu'il y a une espèce de répétition du point de langue. Par exemple, vous voulez voir le verbe le futur proche, d'accord, avec je vais manger. J'ai l'impression qu'on n'est pas des singes. Ils nous regardent derrière la vitre comme si on était des singes. C'est ça le... Voilà. Oui, il y a un côté très attrayant en fait quand la salle est allumée. Donc voilà, donc vérifiez bien qui est le point de langue que vous voulez travailler. Phase de compréhension globale et fine. Faire repérer, conceptualiser, ça on vient de le dire, systématiser et produire. Donc on est vraiment sur l'unité didactique comme vous l'avez vu avec Jean-Claude. Hein. Ok, je passe. Je vais donc vous distribuer vos profils et les besoins langagiers. Qu'est-ce qu'on appelle un document authentique ? On peut dire un document original, un journal. Et un article de revue, comme ça. Un article Revue. De revue, ok. Et on peut aussi utiliser comme Qui existe, mais par exemple une méthode. Est-ce que ça existe ? Je dirais que c'est un document qui n'a pas été modifié exprès. Exactement. Vous allez trouver énormément sur Internet, là que vous allez chercher sur Internet le document authentique que vous allez utiliser. Vous allez trouver énormément de documents fabriqués pour les classes de français langue étrangère. C'est pas que ce sont des mauvais documents, on peut les utiliser. Maintenant, aujourd'hui, dans cette formation, c'est pas du tout ce que je veux. Si c'est pour me trouver un document sur la page Le Point du Fleu, qui est une des pages de français langue étrangère sur laquelle il y a beaucoup d'exercices, ou un exercice de méthode, parce qu'il y a des méthodes qui ont aussi leur version online, donc du coup on peut les trouver facilement sur Internet. Si c'est pour me trouver ça, non, on n'est pas ici. Ça, dans ce cas-là, vous allez sur Google, à vos heures perdues, vous pouvez regarder toutes les sources de pédagogie qu'il y a. Mais là, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est justement ça, d'utiliser un document qui n'a pas du tout été
fabriqué pour une classe de français langue étrangère, mais qui est un document précieux parce que c'est finalement ce qui rattache nos étudiants à la réalité de la langue. Parce qu'un étudiant qui vient dans vos écoles ou à l'Alliance française et qui va juste faire le livre, qu'il a certes acheté, mais qui lui enlève tout contexte et toute saveur, je dirais, il va forcément être, au bout d'un moment, frustré en se disant finalement, si j'avais le livre et que je venais pas, ça ferait la même chose. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On prend le livre et puis on fait l'exercice 1, puis l'exercice 2, puis l'exercice 3, puis la tâche finale qui revient à la production écrite ou la production orale de nos différentes phases. Ok, c'est vrai que c'est bien. C'est d'une aide précieuse pour nos étudiants. Maintenant, et pour nous aussi en tant que professeurs, parce que ça nous économise beaucoup de travail, parce que si on devait fabriquer tout le temps tous nos documents, ce serait fastidieux. Mais ça, le côté négatif, c'est que ça ne le raccroche pas à la réalité francophone ou française. D'accord ? Donc l'idée, c'est que sur la base de ce petit papier que je vais vous donner, vous travaillez sur la recherche d'un document authentique. D'accord ? Donc sur les YouTube, les sites d'information, les sites qui vont vous venir à l'esprit au moment où vous allez voir le profil des étudiants que vous allez avoir et le besoin langagier que vous devez travailler. Ok ? On y va. Alors, pour ceux qui travaillent dans les collèges, je vais vous donner des profils d'apprenants adolescents. D'accord ? Hop. Et puis pour les autres, parce que vous aurez peut-être des adultes, je vais vous donner des adultes. Un swing peut-être adulte. Hop. Non, il faut que tu vas sur l'autre usager et là il n'y a pas besoin de code. Adolescent, adulte. Moi j'aime. Ouais. Adulte. Donc, sur la base du petit papier que vous avez dans les mains, vous allez commencer à réfléchir dans un premier temps. En fonction du besoin langagier qui est écrit, quel est le point de langue que vous allez travailler ? Parce que derrière chaque besoin langagier, il y a un point de langue. D'accord ? Et en fonction de ça, vous allez commencer à réfléchir à des documents authentiques que vous connaissez et qui contiennent justement ce point de langue. D'accord ?